Et c'est très difficile parce que je crois que c'est le cas pour la plupart des entrepreneurs et peut-être même pour ceux et celles qui ont une carrière dans le salariat. On a tout construit sur une fausse capacité, sur ce que j'appelle une fausse capacité. Donc sur la base d'une capacité qu'en réalité on n'avait pas. C'était une capacité qui était que nourrie par les hormones du stress. Parce qu'on doit pousser pour faire son lancement. Parce qu'on doit pousser pour rendre tel projet, pour avoir telle promotion, pour atteindre tel rang, si c'est dans le marketing de réseau. On fait, on fait, on fait. Et pour pouvoir faire autant, on est obligé de se déconnecter de notre corps. Il n'y a pas d'autre choix de toute façon, parce que sinon on sentirait les tensions, on sentirait la fatigue et on ne serait pas aussi productif. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas de soucis. Je suis absolument ravie de te retrouver, de vous retrouver. La vérité, c'est que je savais pas bien de quoi parler pour cet épisode et ce sujet de la sortie de survie, la sortie du people pleasing, c'est littéralement présenté à moi. Le même jour, le jour où j'ai rédigé et puis pris mes notes pour cet épisode, j'ai interviewé une personne qui fait partie de mon programme Arise. Elle a fini en fait les 4 premiers mois. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien faire des interviews à la fin des 4 premiers mois pour voilà, avoir du retour, avoir du recul sur le programme et puis avoir des témoignages à partager aussi parce que le spectre de ce travail, il est tellement large que moi-même, j'en suis émerveillée. Vraiment, à chaque édition du programme, j'apprends quelque chose sur ce que le travail avec le système nerveux impacte. Donc, je parlais avec cette personne qui me partageait que ces TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, avait complètement disparu dès le début du programme. Alors, je précise que c'est une expérience, c'est pas l'expérience de tout le monde, mais à chaque fois, voilà, quand il y a ce type d'expérience, moi je suis waouh à chaque fois. Et à la fin, elle me partageait aussi, et là ça va être en lien avec notre sujet du jour, elle me partageait aussi à quel point c'est vraiment un chemin, ce chemin de guérison et ce travail qu'on fait avec le système nerveux, parce que maintenant, elle se sent vraiment elle-même, mais du coup, ce qui vient avec ça, c'est qu'il y a des endroits de sa vie où le cadre qu'elle avait créé pour elle-même, en fait, est plus complètement aligné, ne correspond plus vraiment à ce qu'elle vit aujourd'hui. Ou à ce qu'elle vit aujourd'hui et à ce qu'elle aimerait vivre à partir de maintenant. Elle me parlait notamment du fait de poser ses limites. Elle me disait, j'arrive à le faire. Maintenant, je sais qui je suis, j'arrive à le faire, mais c'est pas toujours accepté de l'autre côté, et ça, c'est encore difficile. Et j'ai beaucoup raisonné avec ce témoignage parce que c'est ce que je vis en ce moment. Alors certainement à d'autres niveaux, à d'autres endroits, parce que le chemin de chacun et de chacune est différent, bien sûr. Et voilà, son témoignage, il a vraiment travaillé en moi. Je sens que c'était le bon moment aussi. C'était le bon moment au moment de mon cycle aussi. C'était la semaine prémenstruelle. Et je le dis de façon positive. Là, que c'était la semaine prémenstruelle. Si tu me suis depuis un moment, que vous me suivez, vous savez que ce que je vais appeler le syndrome prémenstruel, parce que c'était pas juste une semaine prémenstruelle, c'était vraiment le gros SPM. Avant, c'était ma bête noire. Voilà, j'étais complètement déprimée, épuisée, vraiment juste envie de me jeter par la fenêtre parfois. Maintenant j'ai fait tout ce travail avec le système nerveux, sur mes hormones, c'est devenu une période, la semaine prémenstruelle, hyper particulière, que j'apprécie maintenant. Mais quand je suis dans cette semaine-là, juste avant mon cycle, s'il y a des insatisfactions dans ma vie, s'il y a de la frustration, voire carrément de la colère dont j'avais pas conscience ou qui n'ont pas été exprimées, ça va sortir à ce moment-là. Ça va sortir pendant cette semaine-là de façon certaine. Et du coup, c'est toujours pendant cette semaine que je pose de nouvelles limites, que je fais le point. Parce que, bah voilà, il y a moins d'énergie, il y a quand même beaucoup plus de fatigue, et parfois il peut y avoir de la colère, donc c'est l'occasion rêvée de dire non, peut-être à ce à quoi j'osais pas dire non avant, quand j'ai plus d'énergie et qu'il y a quelque chose de l'ordre de bon, allez, je vais le faire parce que je peux le faire, mais qu'au fond de moi, de poser des limites sur des choses qu'au fond de moi, je ne veux plus faire en fait, ou je ne veux plus dans ma vie. Donc, après cette interview, du coup, l'après-midi, je suis allée balader Adma et je me retrouve à pleurer sans raison. Et ensuite, je vais sur mon tapis.
pour passer un peu de temps, dans le corps, comme je fais tous les jours, et je me retrouve à pleurer à nouveau. Et ici, il y a 2 choses que je vais préciser sur les pleurs et sur le temps dans le corps, parce que ce sont 2 choses, que je pense qui sont importantes puis qui ont énormément évolué ça sur mon chemin de régulation. Quand je me mets à pleurer hyper spontanément, comme ça a plus du tout la même saveur qu'avant. Je veux vraiment le souligner ça. C'est juste des pleurs. Il y a pas 1000 pensées, il y a les pleurs et d'ailleurs ça dure quelques minutes, voire quelques secondes et après ça s'arrête. Et ça s'arrête naturellement, de façon organique. Alors qu'avant, quand je me mettais à pleurer, c'était la fontaine, avec mon cerveau qui prenait le relais pour, voilà, me rappeler toutes les choses horribles de ma vie, toutes les choses qui me rendent triste et cetera. Maintenant, c'est vraiment juste ce, ouais, cette chose vraiment purement physiologique de juste les pleurs. Et c'est intéressant ça. Et puis sur le temps dans le corps, c'est vraiment ce que c'est. C'est-à-dire, ça porte bien son nom, c'est un temps dans le corps. Quand je vais sur mon tapis, c'est mon tapis de yoga, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais faire un workout, peut-être que je vais faire du yoga, peut-être que je vais faire du mouvement intuitif, peut-être que je vais faire juste des étirements, peut-être que je vais être juste là, en position de l'enfant et me détendre. J'en sais rien, en fait. Ce que je sais, et mon engagement, c'est de passer du temps avec mon système nerveux, avec mon corps tous les jours, mais par contre, quand j'arrive sur le tapis, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. J'écoute mon corps et je vois ce qu'il veut faire avec le niveau d'énergie qu'il a dans le moment. Alors, bien sûr, le workout, parfois j'ai besoin de me motiver un petit peu. C'est peut-être la seule pratique qui est un petit peu plus drivée par ma tête. Mais à part ça, tout le reste, c'est vraiment j'arrive et ok, maintenant je vais passer un moment avec mon corps et qu'est-ce qui est bon pour toi là maintenant. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui a vraiment évolué que je n'étais pas du tout capable de faire avant. Si j'avais pas cette discipline hyper dure, hyper rigide, juste je faisais pas. Et maintenant, je suis capable d'avoir à la fois cet engagement super solide et l'écoute de mon corps qui me laisse cette souplesse de venir faire ce qui est bon pour moi dans le moment. Voilà, donc je referme la parenthèse sur les pleurs et le temps dans le corps. Donc je sens que ce sujet-là de poser ses limites et en fait de sortir, parce que le sujet de poser ses limites, c'est quoi? C'est le sujet de sortir du people pleasing, de sortir de la survie. Je sens que ça travaille en moi. Je le sens et aussi parce que la vérité, c'est que ça fait des mois que j'essaie de le naviguer, ce sujet-là. Je dis «j'essaie» parce que parfois c'est très serein, parfois un peu moins. Ce qui est serein et ce qui a changé de façon certaine, c'est la capacité à être avec l'incertain et pas être même dans l'incertain, mais avec ça, de pouvoir soutenir ça, de pouvoir accompagner le fait que, voilà, il y a des choses que je sais pas et j'ai plus besoin de savoir tout ce que je vais faire dans quelques mois, dans 1 an, dans 3 ans. Avant, toute ma vie, elle était planifiée et j'en avais vraiment besoin comme de l'oxygène, que ce soit planifié. Maintenant, il y a vraiment de la place pour cette ouverture à ce que la vie va me réserver. Et la personne que j'ai interviewée dans l'interview, justement, elle disait: «Il y a de la confiance». Effectivement, j'ai plus besoin d'avoir tout planifié comme ça, il y a de la confiance. C'est exactement ça. Et ici, je vais faire le lien avec l'épisode précédent, avec l'épisode 77. Parce que la sortie de la survie financière, notamment, ça a été un gros morceau pour moi. C'est un gros morceau parce que j'avais pas réalisé à quel point ça faisait partie de mon identité. Je vais en parler quelques minutes, puis après j'irai dans le people pleasing en lien avec poser des limites, puis en lien avec certains changements aussi dans mon activité. C'est un peu un épisode, pas fourre-tout, mais c'est un épisode où je vous emmène dans les coulisses un petit peu, ici, parce que je pense que même si on n'est pas entrepreneur, même si t'es pas entrepreneur et que t'écoutes cet épisode, c'est intéressant et important d'entendre l'évolution qu'il y a derrière une activité et surtout le travail sur soi qui va là-dedans. Parce que c'est vraiment énorme le travail sur soi qui va là-dedans. Et je vais parler du travail dans le corps et de la façon dont j'utilise les différentes modalités que j'ai apprises pour faire le travail sur moi. Donc je reviens sur le financier. Pour les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode 77, en 3 minutes, je vais résumer mon histoire avec l'argent. Je pense en avoir raconté au moins une partie dans l'épisode 77, mais c'est vrai que ça fait un moment maintenant que j'ai fait cette interview avec Anaïs, donc je vais résumer vraiment en quelques lignes. Mon histoire avec l'argent, c'est de ne manquer de rien pendant l'enfance, bien qu'on soit voilà, une famille de 4 avec seulement le salaire d'employé de banque de ma mère, et qui était pendant une longue période d'ailleurs au 4/5e, donc voilà, un salaire, on va dire, voilà, de classe moyenne, pas mirobolant non plus. Mon père travaillait pas. C'est toujours un mystère
quelle est la part de sclérose en plaques, quelle est la part de figement dans le fait qu'il ait jamais travaillé, mais en tout cas, la situation était celle-là. Donc un peu fragile et stressante pour ma mère, cette situation, avec un mari malade et 2 enfants à charge. Déjà, on peut se dire: «Coucou l'énergie de survie» ici. À l'adolescence, mes parents, ils font un mauvais choix financier qui ne semblait pas être un mauvais choix financier dans ce moment-là, mais qui s'est avéré en être un, par la suite. Ils construisent une maison dans laquelle vont toutes leurs économies et il y a plein de problèmes, il y a plein de retards sur le chantier. On se retrouve à l'été, je sais plus si c'est 2009 ou 2010, quelque chose comme ça, je me souviens plus, avec en gros plus de budget et une maison qui n'est qu'un squelette. Il y a pas de mur, il y a rien. Donc mes parents, ils appellent tous leurs amis qui viennent nous aider. On passe les 3 prochains mois à terminer la maison nous-mêmes, en fait. Et en attendant, on est logé chez des amis parce qu'évidemment, le bail s'est terminé de l'autre côté, donc hyper précaire. Comme voilà, je crois que c'était mon entrée au lycée, quelque chose comme ça. Et à partir de là, la relation avec mes parents, elle se dégrade de plus en plus. Ma mère prend la décision de partir. Mes parents, ils mettent 1 an à vendre cette maison, ils finissent par la vendre à perte. Et donc ma mère, elle se retrouve à devoir payer le loyer, plus les échéances restantes de ce crédit. C'est trop serré niveau financier. Ça arrive à plusieurs reprises qu'elle ait des dépassements, que sa carte soit bloquée littéralement. Elle peut plus faire le courses. Elle est hyper angoissée. À ce moment-là, moi, je suis en études. Je viens de commencer mes études. Donc je fais des petits boulots pour mes sorties, pour mes vêtements, pour mes voyages. Je lui prête de l'argent pour faire le pont quand elle en a besoin. Et en master 2, je décide de lancer mon entreprise, donc fin de mes études, sans filet de sécurité, du coup, vu les finances familiales. Donc, je fais un prêt étudiant pour pouvoir ouvrir cette entreprise, puis plus tard, un deuxième prêt pour pouvoir obtenir une subvention. Et voilà, vous connaissez la fin de l'histoire, je décide d'arrêter le projet au bout de 3 ans. Mon entreprise est en faillite, je suis caution personnelle sur tous les prêts. Donc, voilà, j'ai même pas 25 ans et je me retrouve avec 30 000 euros de dette. Donc le démarrage de ma vie avec l'argent, pas super fluide, pas super abondant, et ça a forgé une grande partie de mon identité, une grande partie presque de mon caractère, je dirais. Et une grande partie de mon caractère, c'est quoi? C'est travailler comme une forcenée pour créer quelque chose d'autre pour moi-même, en fait, pour dire je veux pas ces circonstances-là. Ne jamais perdre de temps, tout doit être productif, on veut s'en sortir. N'avoir que faire du confort, ça aussi. Faire des économies avant tout, peu importe le confort. Une grande identification aussi à ceux qui ont la vie dure, voilà, avec la maladie, les soucis financiers qui sont arrivés quand même assez tôt dans la vie. Donc une grande identification à ça doit être dur, en fait. Il y a aussi ce qui vient avec ça, et je me suis rendu compte de ça, c'est la fierté d'être capable de faire beaucoup avec peu. Tu me donnes presque rien et je peux faire des choses énormes. Et sûrement plein d'autres choses que j'oublie et toutes les croyances qui généralement aussi sont transmises avec ça. Je sais pas, pour les personnes riches, tout est facile, les personnes riches ne pensent qu'à elles, etc., etc. Donc le tableau, c'était ça, et c'est vraiment ancré très profondément. Et je crois que je me rends pas compte à quel point c'est ancré profondément en moi. Et maintenant, ça va faire plus d'1 an, ouais, largement plus d'1 an, que mes 2 activités, donc à la fois mon activité de coaching et mon activité avec doTERRA, marchent vraiment bien. Et de façon objective, il y a aucun souci financier, il y a même de l'abondance financière. Et ça, c'est ultra déroutant. C'est complètement bizarre parce que ça renverse tout ce dont j'avais fait mon identité. Peut-être qu'il n'y a plus besoin de travailler comme une forcenée. En fait, j'ai besoin de travailler autrement. Je vais revenir là-dessus. Je peux prendre le temps de recréer de l'espace pour des choses qui peut-être rapportent pas d'argent ou sont pas productives. Et ici, je veux être claire, prendre du temps pour soi, prendre ce temps pour des choses pas productives, c'est quelque chose qu'on devrait faire, peu importe l'état de son portefeuille, mais force est de constater que dans notre société, il y a des mécanismes économistes qui sont à l'œuvre et qui nous poussent, qui peuvent nous obliger même à pousser à nous déconnecter de nous, parfois, juste pour joindre les deux bouts, en fait. Quand je vois, si je me souviens, ma mère, par exemple, il y avait matériellement pas le temps, ou très très peu de temps, vraiment pour elle, et ce, pendant des années. Et ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, qui revient, ou en tout cas, peut-être qu'il est plus facile de s'accorder quand il y a un petit peu plus de moyens. C'est indéniable. Au-delà de tout ça, ce que je veux illustrer ici, c'est vraiment le changement d'identité, le changement de fonctionnement. Maintenant, je peux penser à ce que je veux créer avec mon activité. J'ai plus besoin de faire beaucoup avec peu. Je peux faire beaucoup avec beaucoup. Et je peux décider de où est-ce que je veux investir. Et pas que l'argent d'ailleurs, l'énergie, le temps, comment continuer à faire grandir mon activité avec toujours, pour moi, ces 2 impératifs en tête, en tout cas c'est les miens. Protéger l'intégrité et le niveau de qualité de mon travail,
et augmenter mon impact, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent connaître ce travail avec le système nerveux. Et pour ça, je dois apprendre à créer de l'espace, parce que ça demande de la créativité, de la réflexion, ça demande de ne pas faire les choses dans la précipitation, le stress, la dernière minute. Et moi, j'ai opéré comme ça pendant longtemps. Je m'engageais à faire 1000 choses parce qu'il fallait être sur tous les fronts, faire 10 petits jobs, etc. Et je m'imposais des deadlines intenables. Et la conséquence de ça, c'était que où que je me tournais dans mon activité, vu qu'il y avait toujours 1000 choses différentes et puis 1000 choses sur le feu, et ben il y avait un feu à éteindre partout et j'étais tout le temps dans l'urgence. Et maintenant, je ne veux plus travailler comme ça. Ça fait un moment que je veux plus travailler comme ça. Et au début, je pensais que si je m'organisais mieux, tout s'arrangerait. Je vais dans mes pensées là en disant ça parce que je me souviens de toutes les, je vais dire les désaccords, et parfois ça partait en dispute avec mon mari où lui me disait mais non, tu dois faire moins de choses, tu dois sacrifier des choses, et moi j'avais une résistance, une résistance à ça. Je disais mais non, je vais mieux m'organiser, ça va aller. Et puis force a été de constater que le seul moyen pour que ça change, c'était de renoncer à faire des choses. Et donc de décider en fait qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce qui est moins important et que je vais décider de ne pas faire. Et ça a été super difficile. Ça a demandé vraiment de sortir de cet état sympathique d'urgence constant. Et c'est très difficile parce que je crois que c'est le cas pour la plupart des entrepreneurs, et peut-être même pour ceux et celles qui ont une carrière dans le salariat. On a tout construit sur une fausse capacité, sur ce que j'appelle une fausse capacité. Donc sur la base d'une capacité qu'en réalité on n'avait pas. C'était une capacité qui était que nourrie par les hormones du stress. C'est cette fameuse dissociation à la cause économique dont je parlais juste avant. Parce qu'on doit pousser pour faire son lancement. Parce qu'on doit pousser pour rendre tel projet, pour avoir telle promotion, pour atteindre tel rang, si c'est dans le marketing de réseau. On fait. Et pour pouvoir faire autant, on est obligé de se déconnecter de notre corps. Il n'y a pas d'autre choix, de toute façon, parce que sinon on sentirait les tensions, on sentirait la fatigue, et on ne serait pas aussi productif. Et puis on se développe, si c'est dans l'entrepreneuriat, voilà, notre activité commence à avoir une certaine stabilité, ou si c'est dans le salariat, peut-être qu'on arrive dans des postes avec un peu plus de responsabilité et qui exigent qu'on se pose, qu'on soit dans la créativité, qu'on soit dans la réflexion, qu'on soit dans la prise de décision. Et c'est là où, finalement, presque il y a les vraies problématiques qui commencent à pointer le bout de leur nez. C'est presque, en réalité, c'est là que les problèmes commencent, entre guillemets. Parce que maintenant, la question, c'est, là, je vais revenir dans l'entrepreneuriat, parce qu'il n'y a que ça que je connais, en vérité, c'est comment est-ce que je structure tout ça? Comment est-ce que je crée quelque chose qui soit durable pour moi-même, et du coup qui soit durable pour mon entreprise, parce que souvent, quand on commence en tant que solo-entrepreneur, on est l'entreprise. Et là, moi, je me suis rendu compte de 2 choses. La première chose, c'est je ne sais absolument pas comment faire ça. Ça, c'est structurer les choses de façon durable, parce que tout ce que je connaissais, c'était l'urgence et la dernière minute. Donc super, je ne sais pas structurer cette activité. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, et ça, c'est ce que disait la personne dans l'interview, le cadre et les rythmes que j'ai créés pour moi-même, ça matche plus du tout, en fait. Parce que maintenant, j'ai fait le travail de régulation, je sens mon corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sens aussi s'il y a des tensions, s'il y a de la fatigue, etc. Et je sens que je peux plus faire tout ça, tout ce que je faisais. Donc je parle toujours pour moi ici, mais je vais partager ça parce que je pense que ça résonnera avec l'expérience de plusieurs d'entre vous si vous êtes entrepreneur. Je me suis retrouvée avec un grand besoin de structurer et de réfléchir de façon plus stratégique, ou en tout cas plus stratégique qu'avant à la suite. En même temps, une grande fatigue, parce que maintenant je la sentais, et vraiment cette fatigue de 5 ans d'entrepreneuriat entre ma start-up dans la food avant, le coaching de santé, cette nouvelle direction avec le système nerveux, et finalement sans vraie pause ou sans vraies vacances un peu longue durée pendant 5 ans. Et puis, mon troisième élément qui était très présent à l'intérieur de moi, c'était la peur de décevoir. La peur de décevoir et la peur de détruire tout ce que j'avais construit jusqu'ici si je ralentissais ou que je commençais à faire les choses autrement. Donc là, c'est le people pleasing qui fait son grand retour. Donc j'étais dans une polarité, il y avait vraiment un conflit intérieur entre construire quelque chose de durable et ne décevoir personne. Et sans beaucoup de capacité cérébrale parce que la fatigue était présente, pour pas simplifier les choses. Et là, je me suis dit, Camille, c'est le moment où tu peux facilement tout gâcher. Et je sais que c'est un moment plus que délicat, où il y a de nombreux entrepreneurs qui font de grosses erreurs. Je le sais parce que je l'ai vu plusieurs fois chez des personnes que je connais, et aussi j'ai écouté des podcasts, des interviews d'entrepreneurs plus avancés qui
ont la générosité d'être authentiques là-dessus et vulnérables sur le sujet. Et du coup, j'ai comme appris un peu en amont pour éviter de faire ces erreurs-là. Et là, je remercie, mais je remercie tellement tous les outils que j'ai, parce que j'ai vraiment pu me réguler à travers ça. Prendre le temps, me laisser soutenir, en parler, l'amener dans des séances d'IFS, dans des séances de somatic experiencing, de crânio-sacré, toutes les méthodologies que je peux utiliser, où j'ai mes thérapeutes qui sont, je les considère un peu comme ma team. Et aussi et surtout, je crois, garder cette grande conscience que le changement que je voulais, il allait venir de moi. Au lieu de regarder à l'extérieur, parce que c'est tellement facile de faire ça dans ces moments-là, au lieu de regarder à l'extérieur, de regarder ce que font les autres, d'aller m'acheter un nouvel agenda, d'engager un coach business. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à l'intérieur de moi. Je suis retournée à l'intérieur de moi. Et j'ai rencontré les parts de moi. Et j'en ai rencontré une en particulier. Une part de moi qui, quand je suis allée à sa rencontre, m'a donné des maux de tête super intenses, comme si ma tête allait exploser. Et j'ai vraiment dû faire appel à toutes mes connaissances en IFS ici, pour ne pas détester cette part, pour ne pas penser mais pourquoi tu me fais ça, et pour rester dans la curiosité. Et j'ai réussi à rester dans cette curiosité, j'ai réussi à écouter. IFS, pour les personnes qui connaissent pas, c'est Internal Family System, c'est le travail avec les parts de nous. Et je précise ici que c'est pas toujours le cas. Quand je rencontre des parts comme ça de moi qui sont intenses, parfois j'arrive pas à rester en présence. J'ai besoin de la présence de quelqu'un. J'ai besoin, on dit en IFS, d'emprunter le self, donc la présence bienveillante, curieuse, ouverte de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est les moments, c'est les instances où je vais en séance d'IFS pour travailler sur un point particulier, par exemple. Donc je vais donner un peu de contexte ici. Un des changements que je sentais vouloir faire dans mon activité, ça concernait ma disponibilité. Alors, notamment ma disponibilité sur les réseaux sociaux, mais pas que. Sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur vraiment tous les moyens de communication. Et je suis dans une gratitude immense pour la communauté qui se construit autour de mes partages. Je déteste dire ma communauté, parce qu'elle m'appartient pas du tout, en fait. Je sais que les personnes qui me suivent, elles sont là parce que ce que je partage les aide ou peut les aider sur leur chemin de guérison. Et voilà, au fur et à mesure, oui, peut-être que vous écoutez le podcast, il y a un lien plus intime qui se crée, mais il n'y a pas d'appartenance, en tout cas. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour cette communauté autour du système nerveux. Et en même temps, je sens que je peux plus répondre individuellement à chaque personne qui vient me demander ce que je pense de ci, de ça, qui me pose des questions pour lesquelles elles peuvent clairement trouver les réponses sur Google ou même dans mes liens. Voilà, tout simplement parce que le nombre de messages, il est devenu trop important. Et du coup, ça me prend beaucoup de bandes passantes qui m'empêchent d'être aux endroits où je veux cultiver une grande présence et même une présence totale, et où ma valeur ajoutée, elle est la plus grande. C'est-à-dire dans mon programme Arise, ici dans le podcast, dans ma communauté d'Otera, dans les masterclass, dans les lives que je peux proposer pour promouvoir mon travail et les espaces que je viens de nommer. Et ça fait un moment que je sens que ça devient de moins en moins possible et qu'inévitablement, je vais devoir m'organiser autrement. C'est-à-dire peut-être, je sais pas, demander à Louise de m'aider avec les messages, elle commence déjà à le faire avec les mails, créer une page sur mon site pour les personnes qui viennent d'arriver, par exemple, avec toutes les informations, toutes les ressources dont elles ont besoin pour démarrer ce travail, repenser un petit peu comment je peux être présente pour les personnes et au service sans être personnellement présente tout le temps. Ça fait un moment que j'y réfléchis et que j'ai énormément de résistance autour de ça. Et que je continue à répondre souvent instantanément aux sollicitations, alors que je veux privilégier la concentration sur les choses qui ont le plus d'importance pour mon activité et pour mes clients. Et pendant un long moment, il y avait cette polarité, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas à pas répondre spontanément aux sollicitations et à rester focus sur vraiment les choses importantes, comme si une force invisible m'en empêchait, véritablement. Et ça, la force invisible, c'est vraiment le mot-clé qui me fait tout arrêter et qui me fait me demander quelles sont les croyances qui sont en dessous de ça, quelles sont les croyances subconscientes qui bloquent, là, à l'intérieur de moi. Parce que si le subconscient n'est pas d'accord, si profondément, il y a une croyance qui empêche la réalisation de là où on veut aller, il n'y a aucun moyen que ça soit fluide et que les choses puissent se faire. Moi, j'utilise la méthode Psyché depuis plus de 2 ans maintenant, donc j'ai développé une conscience vraiment aiguisée à cet endroit-là. À l'endroit dont je parle, c'est identifier les croyances qui se dressent comme des obstacles sur mon chemin.
Mais là, et ça arrive parfois, j'avais même de la résistance à m'asseoir et à faire le travail d'identifier ces croyances et puis ensuite le processus pour les changer. Je vais en parler un petit peu plus tard dans l'épisode de c'est quoi ces processus. En psyché, on utilise le test musculaire. J'en parlerai à la fin de l'épisode et j'aurai une proposition pour toi aussi. Et quand il y a de la résistance à aller changer les croyances qui résistent, justement, alors je sais qu'il y a des parts protectrices qui sont là. Donc je sors ma casquette de l'IFS, donc du travail avec les parts, de l'Interlong Family Systems, et je vais aller travailler avec les parts de moi avant de faire les équilibrations sur les croyances et de faire la reprogrammation. Moi, c'est vraiment comme ça que je travaille. Donc, je suis allée à la rencontre des parts présentes sur ce sujet de la réorganisation de mon activité. Et j'ai rencontré cette fameuse part dont je parlais tout à l'heure, cette part qui m'a donné de grands maux de tête. Et cette part, elle me disait, plus personne va t'aimer, tu vas détruire tout ce que tu as construit, t'es folle. Voilà, c'était ça sa réponse. Quand j'évoquais l'idée de plus répondre systématiquement aux sollicitations, aux messages, de me concentrer un peu plus et de donner la priorité à autre chose, ça c'était sa réponse. Et dans le processus, j'ai dû rester présente à plein d'autres parts aussi qui essayaient de me distraire, qui essayaient de m'éloigner de cette part-là pour pouvoir vraiment écouter jusqu'au bout et pouvoir vraiment la rencontrer, cette part de moi. Et au bout de quelques minutes, donc j'étais assise là, j'étais en présence avec moi, et au bout de quelques minutes, quand j'ai vraiment pu faire de la place à l'intérieur, j'ai eu accès à ce que cette part, elle avait vraiment à me dire. Et vraiment, j'ai été si touchée que j'ai éclaté en sanglots. Cette part de moi, c'est la part qui est garante de ma connexion aux autres. C'est la part qui prend soin des autres. Et dans mon activité, elle a pris une grande place. Elle a travaillé hyper dur pour construire tout ce qu'on a construit, moi et mes parts, et pour se mettre au service. Et elle m'a montré, je voyais les images, puis les sensations, elle m'a montré comme elle était là tout le temps, comme elle a toujours pris le relais, même quand j'étais fatiguée, même quand j'avais pas envie, parce que oui, ça arrive, même quand on est dans le service et dans le soin, on a des mauvais jours, et il y a des jours où on n'a pas envie. Elle s'est toujours assurée que ce soin, il soit là, que quand une personne entre dans mon écosystème, elle se sente vue, elle se sente considérée, elle se sente comprise. Et cette part, elle a fait un travail extraordinaire là-dessus. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous êtes encore plus juge de ça que moi, mais moi, je trouve qu'elle a fait un travail extraordinaire là-dessus. Et alors, quand je suis arrivée avec mon idée de ne plus répondre tout de suite, de me concentrer voilà, sur les choses plus de fond, etc., elle a paniqué. Elle a paniqué et surtout, elle a eu l'impression que j'essayais de la mettre au placard, cette part de moi. Waouh! Que d'informations hyper précieuses. Et tout ce que je rapporte là, c'est pas du tout quelque chose qui est venu, qui était construit par mon mental. Ça a vraiment commencé à couler en moi. Dès qu'il y a eu de l'espace pour cette part, j'ai eu accès à tout ça. Il y a tout ça qui m'est venu et elle avait assez confiance pour me communiquer tout ça. Et vraiment, j'ai ressenti un immense soulagement parce que je me suis dit: «Oh, c'est génial que je sache tout ça. Tout ce que me dit cette part, c'est OK parce qu'en fait, je peux la rassurer et on va pouvoir faire les choses vraiment de façon graduelle. On va pouvoir collaborer toutes les deux, on va pouvoir faire des tests, on va pouvoir voir ce qui fonctionne pour elle, pour moi et vraiment qu'elle soit prise en compte dans ce processus». Et du coup, je l'ai vraiment rassurée sur le fait que j'allais continuer à être dans le soin et dans l'écoute, que de toute façon, c'est la fondation de ce que je fais. Seulement, je vais le faire un petit peu différemment pour respecter aussi moi ma capacité. Aussi parce que respecter ma capacité, c'est quelque chose qui fait de plus en plus partie de moi maintenant et que je veux pouvoir modeler aussi pour les personnes que j'accompagne. Et c'est pas modeler pour être un exemple, mais c'est vraiment pour donner cette autorisation. Donc une fois que j'ai rassuré cette part, j'ai pris le temps à nouveau de sentir dans mon corps, et c'est là où j'intègre le travail somatique. J'ai pris le temps à nouveau de sentir dans mon corps comment c'était après la rencontre, après avoir eu toutes ces informations, et je pouvais sentir que, voilà, déjà, il y avait moins de contractions, il y avait moins de peur, je sentais plus d'ouverture, et c'est avec ça, c'est dans cet état-là, de plus d'ouverture, que je suis allée formuler des nouvelles croyances, j'ai écrit dans mon carnet, je suis allée formuler de nouvelles croyances, et j'ai pu faire mes équilibrations pour reprogrammer au niveau subconscient. Cette session de travail avec moi-même sur ce sujet-là, je l'ai faite sur 2 jours. Donc j'ai vraiment titré, j'ai pris le temps. Parce que le premier jour, j'ai rencontré cette part et je sentais que là, c'était déjà beaucoup. C'était un gros morceau. Donc c'était OK pour aujourd'hui. J'ai fait les équilibrations le lendemain, en fait. Ça a été vraiment un processus très organique, très fluide. Donc voilà, je voulais partager un peu plus dans l'intimité la façon dont je peux faire ce travail sur moi. Et c'est vraiment tout le temps la même chose. Je ressens dans le corps, ça c'est toujours mon panneau de signalisation.
il y a quelque chose qui se passe, je ressens quelque chose qui se passe dans les sensations. Et parfois encore, j'ai pas accès au corps tout de suite. Et ce qui me met la puce à l'oreille, c'est quelque chose, comme quelque chose qui est bloqué, qui traîne, comme c'était le cas ici en fait. Je veux me diriger vers quelque chose, je veux mettre des choses en place, mais j'y arrive pas. Ça me tilte et je me dis: «Ouh, il y a quelque chose là». Et là, quand j'ai identifié ça, donc je vais écouter dans le corps, je vais à l'écoute des parts qui sont là et je fais mes équilibrations en psyché pour intégrer dans mon subconscient ce par quoi je veux remplacer ces blocages et ce que je veux à partir de maintenant. Je vais dire quelques mots maintenant sur la méthode psyché, justement sur ces équilibrations de croyances, pour terminer, parce que j'ai une proposition vraiment unique pour toi, pour vous qui m'écoutez. Unique dans le sens où c'est la seule fois que je proposerai ça. Aussi, si tu n'as pas écouté l'épisode sur la méthode avec ma formatrice, donc sur la méthode psyché, ma formatrice c'est Irène Minis, je t'invite à aller l'écouter, c'est l'épisode 52 du podcast. Donc qu'est-ce que c'est la méthode psyché? Je l'ai dit, on le sait, si le subconscient il va comme pas dans la même direction que nous, ça va être très difficile que les choses elles soient fluides. Les croyances bloquantes, qu'on peut appeler les croyances limitantes aussi, les croyances qui en tout cas sont plus à notre service aujourd'hui, c'est elles qui sont à l'origine de ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Et donc psyché c'est quoi? C'est un ensemble de processus qui aident le subconscient en fait à reprogrammer tous les programmes subconscients qui nous limitent, qui sont plus à notre service. Et ici, c'est vraiment important d'avoir en tête ça, que le subconscient, c'est vraiment 95% de notre pouvoir de décision. C'est lui qui est actif 95% du temps. Il processe les choses 1 million de fois plus vite que notre esprit conscient et logique aussi. Et donc, par conséquent, et ça c'est vraiment juste super logique, essayer de modifier les programmes du subconscient en ayant recours à l'esprit conscient, c'est quelque chose qui va demander beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Finalement, on essaye de solutionner quelque chose en adressant 5% du problème et sans adresser les 95% restants. Donc c'est pour ça que voilà, les affirmations positives, ça peut être la thérapie par la parole, la pensée positive, la volonté même, lire des livres de développement personnel, faire nos vision boards, écrire dans son journal, la visualisation, etc. Tout ça, c'est intéressant, ok? Mais encore une fois, ça adresse 5% du problème. Et c'est pour ça que souvent, il faut le faire vraiment longtemps et vraiment beaucoup pour que ça marche. Et souvent aussi, malheureusement, si on arrête de le faire, les résultats ne durent pas dans le temps. Ce qu'on fait avec la méthode psyché, c'est qu'on travaille sur 95% du problème, donc on va directement travailler avec le subconscient et on le fait de façon hyper efficace. Cette méthode, on va le faire en fait en 4 étapes. L'étape 1, c'est le test musculaire. On utilise le test musculaire pour établir une conversation entre le conscient et le subconscient. On teste en fait des affirmations, donc ça c'est l'autotest que je suis en train de montrer ici en vidéo avec les doigts. Si on le fait sur quelqu'un d'autre, on utilise le bras, ok. En tout cas, le test musculaire, il va nous permettre d'établir cette conversation entre le conscient et le subconscient. On teste des affirmations pour voir si, en gros, notre croyance consciente, ce que je pense, par exemple, je vais donner la priorité aux choses qui sont importantes pour mon activité, ou c'est facile pour moi de donner la priorité aux choses qui sont importantes pour mon activité. Ça, c'est quelque chose que je pense avec mon esprit conscient. Est-ce que ça correspond à mon esprit subconscient? Est-ce qu'en gros, les deux sont sur la même longueur d'onde? Et parfois, souvent, on est très surpris, là déjà à cette première étape, de voir que on a des opinions, des croyances sur nous, sur le monde, sur les autres, qui souvent sont en totale contradiction avec nos croyances conscientes. Donc ça déjà, c'est très intéressant. Une des dernières en date pour moi, justement, c'était sur les personnes qui ont de l'argent, pour revenir au financier. J'ai réalisé que j'avais la croyance, les personnes qui ont de l'argent, en somme, c'était ça, les personnes qui ont de l'argent se fichent des autres, sont égoïstes. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Alors que après des années d'entrepreneuriat, je sais très bien que si on veut aller loin, il faut se mettre au service des personnes. À quelques exceptions près, peut-être du style Elon Musk, le reste des personnes qui ont du succès, elles connaissent ce succès parce que elles ont d'immenses qualités de leadership, et les fondements du leadership, c'est le respect, l'écoute, la gentillesse. Donc cette croyance-là, elle est en totale contradiction avec ce que je sais au niveau conscient et ce que je pense, mais elle était là. Je l'ai clairement identifiée. Et je l'ai identifiée, je vais raconter comment je l'ai identifiée parce que c'était quand même drôle. J'étais à Athènes, en Grèce, dans un hôtel, il y avait des personnes au petit déjeuner à côté de nous, c'était un couple, vraiment on voyait qu'ils avaient beaucoup de moyens. Et je le voyais avec la dame du petit déjeuner, qui, soit dit en passant, était adorable, avec la dame du petit déjeuner être hyper gentil, hyper poli, hyper respectueux. Et là, il y a un truc dans ma tête qui fait, mais
c'est c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ça? Comme quelque chose qui correspondait pas. Et là, du coup, dans ce moment-là, j'ai pu identifier la croyance. Ah oui, en fait, cette personne, je vois qu'elle a beaucoup de moyens, qu'elle est riche, donc nécessairement, elle traite mal les autres personnes et elle se fiche des autres personnes. Et à ce moment-là, j'ai pu réaliser qu'il y avait ça dans mon subconscient. Donc c'était très intéressant, voilà. Du coup, je suis allée l'équilibrer depuis. L'étape 2, c'est demander la permission. Ok, donc en psyché, il y a des protocoles qui s'appellent permission et engagement qui sont utilisés dans les processus psyché. Et ça, c'est des protocoles qui garantissent en gros que le changement de la programmation subconsciente qu'on veut soit dans le meilleur intérêt de la personne à ce moment précis. Alors à ce moment précis, même en ce jour même, ça peut être à ce moment de sa vie, mais même à ce moment précis là où elle veut faire l'équilibration. Si il n'y a pas de permission du subconscient, on le fait pas. On fait pas l'équilibration. Dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on va identifier une autre priorité, une autre croyance et on travaille là-dessus. Et ça, cette étape-là, cette deuxième étape, l'obtention de la permission, c'est probablement, je pense, pour moi, c'est une des raisons qui rend Psyché, cette méthode-là, si efficace. Peut-être là où d'autres méthodes échouent. Parce qu'en fait, on utilise le test musculaire, donc on utilise notre propre corps, on demande littéralement à notre propre subconscient si ce qu'on s'apprête à faire est la bonne chose à faire là dans le moment pour nous. Et là, Psyché se différencie vraiment énormément d'autres modalités où peut-être on fait des choses sur nous sans, vraiment demander l'avis de notre corps finalement. Parce que le postulat de base en Psyché, c'est que la personne qui recherche le changement, donc la personne qui est là, on va dire le client, ou si on le fait sur nous, nous-mêmes, c'est elle qui détient les réponses dans son propre subconscient. En fait, le postulat, c'est vraiment, on a les réponses en nous et on va aller poser la question. Au lieu que ce soit le thérapeute qui décide pour la personne. Jamais personne ne saura mieux que le propre subconscient de la personne. L'endroit le plus approprié pour trouver la réponse qu'on veut à ce moment-là, c'est à l'intérieur de nous. Ensuite, on passe à l'étape 3, si on a l'autorisation, on avance. Et là, on arrive à l'équilibration en elle-même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer des postures et des mouvements du corps qui vont activer les neurones dans les deux hémisphères du cerveau. Et ça va créer ce qu'on appelle un état cérébral unifié. Et quand on est dans cet état-là, en fait, le changement de programmation, il se produit beaucoup plus facilement dans le subconscient. C'est ça qu'on appelle une équilibration. Si on fait un scan d'une personne quand elle est en proie à une croyance limitante, quand elle est dans une situation de stress, il y a une des deux hémisphères du cerveau qui est moins active que l'autre. Donc quand on revient et quand on ramène de l'activité dans les deux hémisphères du cerveau, que l'énergie circule bien des deux côtés, on peut facilement venir remplacer une croyance qui est à notre service à ce moment-là. En neurosciences, c'est Dan Siegel, S-I-E-G-E-L, qui a beaucoup parlé de cette intégration, ce qu'il appelle l'intégration au niveau du cerveau, et donc de l'importance que l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau travaillent ensemble. C'est ce qu'on appelle l'intégration horizontale, ça. Et aussi que les parties basses, donc tout ce qui est tronc cérébral, système limbique, et les parties hautes, plus hautes du cerveau, donc cortex préfrontal, communiquent aussi. Donc ça, c'est l'intégration verticale. Et puis l'étape 4, la dernière étape, c'est on teste à nouveau à l'aide du test musculaire pour voir si le changement s'est réellement produit. Et là, ça permet quoi? Ça permet de faire le lien avec l'esprit conscient qui souvent est très sceptique et dit non mais c'est pas possible que ce soit si rapide, etc. Pour que l'esprit conscient, il ressente dans le corps à l'aide du test musculaire que le changement s'est bien produit. Voilà, donc la méthode Psyché, c'est vraiment une synergie de méthodes. Il y a un petit peu de PNL à l'intérieur, donc programmation neurolinguistique. Il y a des éléments de l'hypnothérapie ericksonienne, il y a des éléments de la kinésiologie, 1, 2, 3, des éléments de modalité de guérison par l'acupression, etc. Rob Williams, en fait, la personne qui a reçu cette méthode et l'a développée à travers le monde, lui, il avait étudié beaucoup de modalités de guérison avant ça, et donc il a pu structurer vraiment toutes ses connaissances et offrir cette méthode ultra efficace à travers le monde. Aujourd'hui, on pratique Psyché partout. L'institut original, il est aux États-Unis, mais il y a des formateurs aujourd'hui partout dans le monde. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est une méthode qui est aussi validée
Scientifiquement, il y a eu une étude avec le docteur Jeffrey Fannin aux États-Unis. C'était peut-être en 2009, mais je vais dire des bêtises. Bon, en tout cas, c'est un neuroscientifique du Center for Cognitive Enhancement à Glendale, en Arizona. Et lui, il a travaillé avec Rod Williams et la méthode Psyche sur justement scanner des scans de cerveau avant et après la méthode, et on voit véritablement des changements. Ensemble, ils ont publié un article dans une revue qui s'appelle Neuroconnections en 2011. C'est toujours ça, il y a toujours 2 ans à peu près de délai entre quand on fait l'étude et puis quand on peut, quand on peut publier l'étude scientifique. Et donc, cette étude, elle documente en fait les résultats d'un groupe de 125 participants qui ont utilisé Psyche et dont on a du coup scanné les cerveaux, fait des cartographies cérébrales, etc. C'est une méthode aussi dont parle Bruce Lipton dans son livre La biologie des croyances. Si vous connaissez, c'est un travail qui est quand même pas mal connu, le travail sur la biologie des croyances de Bruce Lipton. Et Bruce Lipton, c'est un fervent défenseur de la méthode Psyche. Ils sont très amis avec Rob Williams. Voilà, ils font beaucoup de présentations ensemble. Je sais qu'il y a plein de séminaires de Bruce Lipton où il y a des places réservées aussi pour les facilitateurs de Psyche. Donc voilà, méthode reconnue aussi par des personnes assez qui ont un beau CV, on va dire, et beaucoup d'expérience dans le domaine de la guérison et du travail sur les croyances. Donc, ma proposition pour toi est mon opportunité unique. Je serai à Turin en mai, donc Turin c'est en Italie, mais c'est pas très loin de Lyon. Je serai à la convention d'Otera en mai qui se passe à Turin cette année, et il s'avère que ma formatrice, Irène Ménis, que j'avais invitée sur le podcast, elle habite juste à côté de Turin, et donc je me suis dit que c'était un signe et que je devais proposer une session de formation avec elle. Ce sera la seule fois où je serai là pour assister sur une formation, parce que c'est pas du tout dans mes projets de devenir formatrice Psyche ou même de devenir assistante. Mais là, je serai là et j'animerai cette session avec Irène. Enfin, en tout cas, je serai là en soutien. C'est elle qui va animer la session. Mais je serai là en soutien sur cette formation. Et puis ensuite, voilà, pour les autres sessions Psyche, je laisse Irène et Erwan qui organisent ça en France merveilleusement bien animer les formations Psyche. Donc ça aura lieu, la formation à Turin, sur 3 jours, du 27 au 29 mai 2024. Je sais pas quand tu écouteras cet épisode. Du 27 au 29 mai 2024. Ça se passera dans une salle de séminaire en plein centre de Turin, dans un hôtel. Je vais mettre le lien avec toutes les informations et le lien d'inscription dans les show notes. J'espère te voir à cette formation qui, véritablement, moi, m'a changé la vie et a changé le cours des choses pour moi. Et je sais, je change le cours des choses pour tellement de personnes. Donc, j'espère qu'on pourra se voir à Turin. Et comme d'habitude, je te dis un grand merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode.